demande l'attention pour Rosa Maria qui nous vient du Mexique et qui va faire un focus là au niveau qui est vétérinaire et qui en France actuellement donc fait à la fois du travail de combination mais de la recherche également dans les domaines de l'apithérapie. Et on va faire un focus là sur les propriétés du propolis pour les abeilles. Et à partir de ces observations, de pouvoir évaluer quels seront les intérêts de cette même propolis en fonction de ce que ça réussit pour les abeilles, pour les humains. Voilà, Rosa Maria. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Peut-être un peu fatiguée. J'espère pas être trop longue. Et bon, aussi, on a écouté beaucoup à propos de la propolis déjà. Alors, ça va alléger un peu la présentation. Alors, je voudrais d'abord remercier Claudette parce que c'est grâce à elle que j'ai été mise en relation avec Jean-Yves. Et voilà, je suis Rosa Maria, vétérinaire. Je fais mes études au Mexique. Après, j'ai fait l'écologie. Après, la recherche médicale chez l'humain. Et je reviens à la médecine vétérinaire avec l'abeille. Et bon, je trouve que finalement, l'abeille va englober bien ce qui est la médecine vétérinaire et la médecine humaine avec l'apithérapie. Ça a aussi beaucoup... c'est un intérêt écologique parce que sans les abeilles, sans les pollinisateurs, on a 90% moins de fleurs des plantes. Alors c'est une importance très très grande. Et aussi bon, le goût, la santé, l'environnement, c'est tout ensemble. Alors le miel, c'est très bon. L'hydromel, c'est très bon. La propolis, ça sent très bon. Alors, je ne sais pas s'il y a des études à propos de la aromathérapie avec la propolis. En tout cas, c'est le sujet, mais non. Alors, je vais vous parler de quelques différences entre l'abeille et l'être humain. Évolution, très peu. Et la capacité thérapeutique des racines de là où elles font la propolis, les abeilles, et de la propolis même, une comparaison. Comment différencier, parce que ce sont des produits très similaires. Alors, il faut faire attention qu'on n'achète pas une chose à la place de l'autre, c'est très délicat. Alors, il y a des analyses qu'on peut faire pour bien différencier. Comment ils font la propolis, les abeilles, et comment ils l'utilisent comme automédication. Et les effets thérapeutiques traduits en médecine humaine de la propolis. Un peu de... voir quel est l'intérêt scientifique qui est en train d'augmenter énormément, et aussi un peu de législation. Alors, l'abeille est une espèce qui existe depuis très très longtemps. Cette évidence est la plus ancienne évidence fossile des abeilles, alors 100 millions d'années, de Birmanie. Et avec cette table évolutive, on voit que les abeilles sont là 30 fois plus de temps avant que l'être humain. Alors, ça fait 120 millions d'années à peu près. L'être humain est sur la face de la Terre depuis à peu près 4 millions d'années, depuis le néolithique. Alors, les abeilles sont coévoluées avec les plantes à fleurs. C'est pour ça qu'il y a cette importance pollinisation. C'est qui le pollinisateur plus important, c'est l'abeille. Et aussi, il y a des qualités contrastantes entre l'abeille et l'homme. L'abeille, c'est la seule espèce animale qui n'abîme pas son environnement, le contraire.
par contre, l'être humain, c'est l'espèce qui produit le plus de modifications écologiques, les plus radicales. On est responsable d'une perte de biodiversité sur la face de la planète énorme. Alors, pourquoi est-ce que c'est considéré comme un super-organisme? Ce n'est pas seulement qu'il y a cette grande différence de temps d'évolution, de sélection naturelle, c'est aussi que c'est une espèce qui a une évolution très très rapide. Par exemple, vous avez entendu parler du parasite varroa, c'est un ectoparasite qui est le principal problème dans l'hémisphère nord, parce que on voit maintenant que ce n'est plus le cas dans l'hémisphère sud, dans l'Amérique du Sud, dans l'Afrique. Et l'abeille, elle s'est adaptée aux parasites. Ils coexistent. Alors, en Europe, on a plus de monoculture, plus de pesticides et on traite les abeilles contre le parasite. Alors, on ne leur donne pas la possibilité de s'adapter. Parce qu'un parasite, il ne va pas essayer de tuer le hôte, parce que sinon le parasite même va mourir. Alors, il faut donner cette possibilité. Aussi, la polyandrie, la reine, elle va voler et elle va être fertilisée par une quinzaine de mâles, ce qui donne une bonne diversité génétique. Et le mécanisme de défense. Pourquoi est-ce qu'il faut un mécanisme très sophistiqué et très efficace de protection dans la ruche? C'est parce que c'est un milieu idéal pour la prolifération d'organismes, des micro-organismes, des pathogènes. C'est très peuplé. Il y a entre 30 000 et 80 000 abeilles, une demi-million d'entrées, des boutineuses qui vont amener plein de micro-organismes de l'extérieur. C'est humide, 70% d'hygrométrie à peu près, et c'est très chaud. Comme insecte, c'est un insecte, mais il a la température que nous avons entre 35 et 38 degrés. Alors c'est vraiment idéal, c'est un paradis pour le micro-organisme. Mais elle sait bien se défendre, les abeilles. Alors, très bref, parce que c'est très compliqué. Les mécanismes sont la réponse individuelle ou morale, même s'il n'y a pas d'anticorps, et réponse cellulaire. Il y a un immunitaire social, c'est la thermorégulation, le comportement hygiénique qui est très très important. La sécrétion de gelée royale et des venins, et la collecte des racines. Et c'est là où je vais continuer le sujet. Les racines végétales sont produites pour la protection des plantes. Alors, elles vont se protéger d'herbivores et sont anti-infectieux et se protéger des intempéries, des changements climatiques drastiques. Les abeilles, elles vont chercher ce produit qui est déjà anti-infectieux. Elles vont le mélanger avec les sécrétions salivaires et des glandes hypopharyngiennes et de la cire. Alors c'est assez proche, la résine et la propolis, mais il y a quelques différences. Les bourgeons, les peupliers, c'est la source la plus importante de propolis en Europe. Il y a des qualités thérapeutiques, comme celle que j'ai listée ici. On peut l'utiliser directement pour traiter quelques affections chez l'humain. Et
aussi, bon, la propolis, je vais vous dire les différences entre les racines de bourgeon et la propolis même. L'étymologie, c'est du grec, à l'entrée de la ville ou la cité. C'est une protection pas seulement contre les agents infectieux, mais c'est une protection aussi mécanique. Vous voyez, l'entrée réduite, comme ça, les frelons asiatiques ou autres insectes ou autres animaux plus grands vont être empêchés d'entrer. Et ce n'est pas seulement qu'à l'entrée de la ville, à l'entrée de la ruche, c'est aussi une protection qui est tout autour, tout à l'intérieur de la ruche. C'était en 1965 qu'il a été formellement démontré, avec toute la rigueur scientifique, que c'est un agent anti-infectieux pour les abeilles, parce que ça, on le connaît, mais là, c'était montré avec les expériences, avec les contrôles, etc. Comme je vous ai dit, ce n'est pas seulement important pour la santé de l'abeille, c'est aussi pour réduire l'entrée des ennemis, pour en fonction du climat, s'il fait froid, bon, on va aussi réduire l'entrée pour assouplir les parois, parce que normalement les abeilles sont dans un tronc d'arbre. Alors c'est pas pareil que dans une ruche où les parois sont déjà souples. Et pour s'il y a une souris qui rentre, elle va manger le miel, la cire, etc. Et les abeilles peuvent bien sûr l'attaquer, la piquer, elle va mourir, mais elle va elle va développer des infections, comme dit, se décomposer. Qu'est-ce qu'elles font alors? Elles ne peuvent pas les porter à l'extérieur. Elles vont l'embaumer, la couvrir de propolis et de cire. Alors, les abeilles, comment est-ce qu'elles utilisent la propolis aussi? Il y a des études scientifiques qui le montrent. Dans cet article, on a inoculé une dizaine de ruches avec un agent de la mycose qui est pathogène chez l'abeille, Ascosphaera apis, et on a eu le contrôle et on voit que la propolis va augmenter, la collecte de propolis va augmenter en réponse à l'infection. Alors c'est un cas d'automédication chez l'abeille. Et si on stimule la collecte des propolis dans la ruche, de quelle façon? On peut mettre une grille tout autour de la paroi de la ruche. L'abeille va essayer de combler les interstices de la grille avec la propolis. On a une quantité plus élevée de propolis par rapport à une ruche contrôle qui n'a pas eu cette grille. Et on voit qu'il y a eu un investissement pas tellement pour l'hygiène, parce que c'est déjà protégé avec cette propolis, mais le résultat est qu'il y aura une augmentation dans la quantité de cubins, de larves. Alors la population va progresser mieux s'il y a plus de propolis. Alors peut-être c'est une idée pour les apiculteurs, essayer de faire que les abeilles accumulent plus de propolis. Et maintenant, ce qui est peut-être plus intéressant pour vous, c'est l'utilisation de la propolis chez l'humain, qui a déjà beaucoup discuté Claudette. On voit que les produits de la ruche sont utilisés peut-être depuis que l'être humain existe. Alors on trouve cette évidence la plus ancienne, c'était une mâchoire avec une cavité dentaire remplie de cire et propolis datée de 6500 années.
Et aussi, les cultures anciennes utilisaient bien sûr la propolis. Les Égyptiens ont bien appris des abeilles pour faire leur momie. C'était malheureusement pendant les années 60 ou même avant que l'utilisation de la propolis est tombée, surtout dans les pays occidentaux, parce que dans l'Égypte, dans les pays plus pauvres, dans les pays de l'Est, ça a continué. Et l'intérêt revient grâce à la résistance aux antibiotiques. Alors là, j'ai révisé, il y a beaucoup de publications de scientifiques, beaucoup de recherches. Et on a vu Claudette a expliqué quelques actions antimicrobiennes de la propolis. Oui, elle ne va pas détruire l'ensemble des bactéries. Nous, on prend un antibiotique parce qu'on a une infection, il faut prendre des probiotiques parce que parfois ça va éliminer aussi les bactéries bénéfiques. Et là, c'est une action ciblée. Elle va attaquer que celles qui sont pathogènes. Il y a aussi une synergie avec les antibiotiques. L'action de l'antibiotique va augmenter entre 10 et 100 fois. Si on prend un antibiotique, parfois on ne fait pas d'antibiogramme, on ne sait pas si cette infection que nous avons va agir avec cet antibiotique. Si c'est le cas, que c'est résistant, ces bactéries que nous avons, si on le prend avec la propolis, cette résistance va disparaître dans beaucoup de cas. Par rapport aux infections virales, pour que le virus puisse se répliquer, c'est un parasite intracellulaire, il doit sortir son matériel génétique pour pouvoir utiliser celui de l'hôte et se répliquer. Alors, les flavonoïdes, ils vont envelopper ce virus, la protéine virale, et comme ça, il n'y aura pas la réplication dans le hôte. Et bon, la composition, la propolis, elle varie énormément, pas seulement selon la plante de là où elle collecte les abeilles, les racines, mais aussi la température, l'humidité, c'est énorme la variabilité, la souche d'abeilles. Mais je vais vous parler seulement des agresseurs, comment elle va varier les qualités de la propolis. On parle beaucoup maintenant de la propolis verte du Brésil contre le cancer. Et c'est une plante qui pousse, cette Baccharis cuculifolia, dans des zones très polluées, parce que c'était des zones où il y a des exploitations minières. Et c'est un milieu très toxique. Et c'est une plante assez résistante, elle va pousser là. C'est une plante toxique. Et alors, cette plante va produire une propolis cytotoxique, ce qui est cherché pour attaquer le cancer. On voit aussi qu'il y a la propolis rouge. Cette propolis est collectée en Nigeria. Bon, il y a dans plusieurs endroits, mais Nigeria, c'est un endroit endémique pour la trypanosomiase. Et c'est cette propolis qui est très efficace contre ces parasites. Aussi contre le malaria, les zones endémiques de malaria et la propolis produite dans ces pays-là, elle est aussi très efficace. On compare ici un médicament couramment utilisé contre le malaria et la propolis, et on voit que c'est un effet presque identique. Il n'y a pas une différence statistique qui donne faveur aux médicaments.
Et si on veut traiter des affections bactériennes, des mycoses, quelle est la meilleure propolis? C'est celle qui est produite dans des endroits tropicaux. Il y a quelques difficultés si on veut faire des essais cliniques avec la propolis, parce que c'est très difficile de séparer l'agent qui a l'action thérapeutique. Alors, c'est une variabilité énorme et il y a une synergie. Il vaut mieux donner tout l'ensemble de la propolis à la place de vouloir sélectionner. Mais dans ces cas-là, on ne va pas avoir un composant standardisé. Et ce sont des conditions pour faire des essais cliniques comme c'est établi par les normes pharmaceutiques. Alors c'est limitante, mais en même temps, il y a un aspect positif, comme les composants sont très variables, on ne va pas avoir le problème de résistance bactérienne qu'on a avec les antibiotiques. Alors finalement, c'est quelque chose de positif. L'utilisation thérapeutique, je vous ai mis la même liste que pour le bourgeon, seulement qu'il y a quelques différences quantitatives et qualitatives. C'est difficile à croire pour un médecin allopathe qu'il y a toute cette qualité dans la propolis. Et alors, pourquoi est-ce que ça sert pour les infections, pour le cancer, contre la douleur, et pourquoi est-ce que c'est aussi un cicatrisant? C'est un peu trop pour un seul produit. C'est un produit qui a plus de 300 composants quand même. Et aussi, c'est parce que quand il y a des conditions pathologiques, même physiologiques, il y a une oxydation. Il y a ces radicaux libres, il y a les espèces réactives de l'oxygène qui sont réduites par la propolis. Alors, c'est pour ça qu'on trouve tellement des qualités thérapeutiques dans la propolis. On a comparé ces deux produits qui sont très similaires, les résines qui donnent origine à la propolis et la propolis même, et on voit qu'il y a des différences très marquées. Quand les abeilles mâchent la propolis, elles vont avoir une action dans la protéine de la résine et il y aura des antioxydants qui sont prêts à être utilisés. Alors la quantité va augmenter. On a testé 3. Dans 2, il y a une différence très marquée, plus élevée dans la propolis, le premier composant de la liste, par rapport à la résine, le deuxième. Alors, c'est très similaire, mais c'est plus efficace d'utiliser la propolis par rapport à la résine. Malheureusement, oui, on a beaucoup de demandes de la propolis, mais la production est très réduite. Une colonie va produire entre 200 et 400 grammes de propolis, et ce qui ne couvre pas, même pas la moitié de la demande actuelle. Alors, on a des risques de contrefaçon, de vouloir acheter la propolis, et c'est peut-être une extraction végétale seulement. Et oui, il y a des façons de différencier si c'est vraiment la propolis ou c'est la résine. On voit dans cette étude qu'il y a le polyphénol oxydase qui est présent dans la propolis, c'est le 5,6, et aussi dans les bourgeons de peuplier, mais c'est une masse moléculaire différente. Alors, on le trouve dans ces deux produits, pas dans les têtes d'abeilles, le 1 et le 2,
pas dans les corps d'abeilles, 3 et 4, ni dans la racine des peupliers. C'est que dans les bourgeons, à une masse moléculaire différente, le 9 et le 10. Alors, les publications scientifiques, vous avez entendu parler de MRSA, Methoxyline Resistant Staphylococcus aureus. Il y a plein de problèmes, des résistances aux antibiotiques. Il y a le cancer, la propolis verte, il y a beaucoup d'applications thérapeutiques. Alors, il y a une croissance très marquée de la recherche par rapport à la propolis. Que cette année, il y a déjà 150 publications. Alors, j'ai cherché dans le moteur de recherche PubMed, qui est considéré le système plus sérieux pour la recherche médicale, pour les publications. C'était un peu frustrant de ne pas pouvoir lire assez pour cette présentation. On parle par exemple de la géopropolis. La géopropolis, c'est une propolis qui est collectée par les mélipones, les abeilles qui n'ont pas de dard en Amérique latine, en Amérique centrale. Et cette propolis est combinée avec de la terre et il y a certaines propriétés thérapeutiques. Alors, oui, c'est très simple d'utiliser la propolis et c'est plus simple si c'est comme prophylaxis, comme prévention. On peut bien sûr l'utiliser pour traiter des affections, mais si on utilise 1 ou 2 gouttes, on fait une cure pendant 21 jours, comme elle a dit Claudette, maintenant qu'il va faire froid, vous faites ça, alors là, vous pouvez prévenir quelques problèmes. Et oui, il y a une synergie entre les différents composants de la propolis, mais il y a aussi une synergie entre les différents produits de la ruche. Alors, il y a le cocktail que j'ai vu sur la table. Vous pouvez le faire vous-même, les recettes qu'on a eues. Et bon, c'est une invitation pour apprécier ces produits apicoles. Il y a une vidéo que je voudrais vous présenter. Il y a une évolution dans le milieu scientifique de la recherche pour la propolis, mais aussi dans la législation. Alors, c'est 2 minutes de vidéo. Je n'arrive pas. Bon. S'il vous plaît. Si on peut réduire. C'est pas comment l'arrêter. Ça continue, c'est aussi intéressant. Dans le cas de la levure de riz rouge, probablement non, parce qu'on ne peut pas considérer la levure de riz rouge en Occident comme un médicament traditionnel. Elle l'était en Chine, mais pas chez nous. Si on peut l'arrêter. D'accord. Mais peut-être que tu peux expliquer parce qu'on entendait très bien. Ah oui, excusez-moi, le volume était très bas. C'était que en Suisse, c'est déjà interdit l'utilisation de la propolis. La réglementation en France, elle est très stricte. Je ne sais pas si ça va être le cas. Si un jour, on voit qu'il y a une concurrence avec les médicaments, si ces capacités thérapeutiques de la propolis continuent à se connaître de mieux en mieux, je ne sais pas. C'est très strict en France, déjà interdit en Suisse. J'espère que ça ne va pas être le cas
pour votre pays. Je pense que la propolis, c'est quand même un produit naturel, que n'importe quel agriculteur sera producteur, et qu'on n'en aura pas forcément à s'occuper des interdictions. Merci Rosa Maria, merci. De nous avoir avec ton... Voilà. C'est pas comment l'arrêter. Si vous avez 3 minutes, ça continue, c'est intéressant. Si on ne peut pas l'arrêter. Ah oui, excuse-moi, le volume était très bas. C'était que en Suisse, c'est déjà interdit l'utilisation de la propolis. La réglementation en France est très stricte. Je ne sais pas si ça va être le cas. Si un jour on voit qu'il y a une concurrence avec les médicaments, si ces capacités thérapeutiques de la propolis continuent à se connaître de mieux en mieux, je ne sais pas. C'est très strict en France, déjà interdit en Suisse. J'espère que ça va pas être le cas pour votre pays. Je pense que la propolis, c'est quand même un produit naturel, que n'importe quel apiculteur sera producteur et qu'on n'en aura pas forcément à s'occuper des interdictions. Merci Rosa Maria, merci. Je vais vous avoir avec ton chantant accent raconter tant de choses finalement que tu as bien précisé aujourd'hui. Alors, on va faire une pause. Quand même. Et alors j'ai une nouvelle encore, parce que les nouvelles s'enchaînent là aujourd'hui.
En 2 mots, cette salle, on l'avait réservée pour 2 jours. Ok. Or, il se trouve que ce soir, et de manière impromptue, une réunion municipale avec le maire de Toulouse va s'imposer dans ce lieu. Ce qui fait que, d'abord, en timing, on sera correct, hein, on partira vers 7h comme prévu, c'est pas le problème, mais ça met en cause totalement le pique-nique qu'on devait faire ici, là, sur le côté. Donc, on ne change rien au pique-nique en tant que pique-nique, on le fera demain midi. Alors, est-ce qu'il y en a qui s'étaient inscrits pour ce soir et qui ne seront pas là demain? Et 2, ben, on vous rembourse et puis tant pis, c'est pas. Mais alors ça, d'accord, on leur demandera demain.